L'aéroport international de Riyad, animé, est faiblement éclairé sous le couvert de la nuit. Le vol 163 de Saudi Airlines descend à travers l'obscurité, s'approchant de la piste. La tension remplit l'air alors que les passagers échangent des regards anxieux. L'avion touche le sol et les équipes de secours se précipitent vers le bout de la piste. Mais quelque chose ne va pas. Les moteurs de l'avion tournent encore à pleine puissance et les équipes de secours ne peuvent rien faire d'autre qu'attendre. Finalement, ils parviennent à ouvrir la porte de l'avion. Une colonne de fumée toxique commence à s'échapper de l'entrée, mais personne ne sort de l'appareil. Notre objectif aujourd'hui est d'approfondir les événements de ce jour fatidique, en cherchant à clarifier le chaos. En démêlant les couches de ce sombre chapitre de l'histoire de l'aviation, nous visons à acquérir une compréhension plus profonde des facteurs qui ont conduit à une perte aussi catastrophique. Rejoignez-nous dans ce voyage pour comprendre l'un des jours les plus sombres de l'aviation. Nous sommes le soir du 19 août 1980, à Karachi, au Pakistan. Le vol 163 de Saudi Airlines embarque des passagers pour un voyage de 2 heures et demie vers l'Arabie Saoudite. La destination finale du vol est Jeddah, bien qu'il soit prévu de faire escale à Riyad, où il embarquera 205 voyageurs supplémentaires à destination de Jeddah. À cette époque, Jeddah est devenu un aéroport extrêmement fréquenté, avec des pèlerins volant vers l'Arabie Saoudite pour le pèlerinage annuel du Hajj. 1 million de personnes sont transportées à l'aéroport de Jeddah, beaucoup arrivant sur des vols charters du monde entier, car cet aéroport est le plus proche de la ville sainte de la Mecque. Le vol 163 n'était qu'un de ces vols. Saudi Airlines utilisait un Lockheed L-1011, également connu sous le nom de Tristar, pour ce vol. Le Tristar était l'un des meilleurs avions de l'époque, étant parmi les premiers à disposer d'une fonction d'atterrissage automatique. La cabine intérieure était spacieuse et relativement silencieuse, certains disposant même d'un salon de restauration au pont inférieur, comme c'était le cas pour la cabine du vol 163. Le pont inférieur du Tristar était, bien sûr, partagé avec les compartiments de fret. On y trouvait un grand compartiment avant et 2 compartiments situés à l'arrière, près de la cuisine. Les compartiments étaient numérotés C1, C2 et C3. Juste après le compartiment C3 se trouvait le compartiment électronique où se trouvaient de nombreux câbles liés au système de l'avion. Plus à l'arrière se situait le compartiment de l'unité de puissance auxiliaire. Au-dessus se trouvait le pont principal, qui était divisé en 3 cabines passagers. Une configuration à haute densité de sièges avait été utilisée pour ce vol. Bien que la plupart des Tristar en configuration mixte puissent accueillir environ 250 passagers, la configuration haute densité pouvait en accueillir plus de 350. À 18h30, heure locale, le vol 163 de Saudi Airlines a quitté Karachi à destination de Riyad. Le vol s'est bien déroulé et les 82 passagers ont pu profiter de la magnifique vue crépusculaire pendant que l'avion volait. Le capitaine Mohamed Ali Khowaite, 38 ans, était aux commandes avec environ 8000 heures de vol, dont moins de 400 sur le Tristar. À côté de lui, dans le siège de droite, se trouvait le copilote Sami Abdullah Hassanen, 26 ans, qui avait reçu sa licence Tristar seulement 11 jours auparavant et avait 125 heures sur cet avion. L'ingénieur de vol était le 3e membre d'équipage, comme c'était courant à l'époque.
Bradley Curtis, un Américain de 42 ans, avait commencé à travailler pour Saudi Airlines en 1974. Bien qu'étant le plus âgé, il était le membre d'équipage le moins expérimenté. En tant que l'ingénieur de vol, il n'avait que 650 heures de vol enregistrées à ce poste, dont 157 heures sur ce type d'avion. Le vol 163 est arrivé à Riyad après un voyage sans incident à 19h06, heure locale. Au cours des 2 heures suivantes, l'avion restera au sol. Les passagers ont débarqué vers le terminal. L'avion a été ravitaillé en carburant et 205 passagers supplémentaires se sont enregistrés pour le vol intérieur vers Jeddah. Leurs bagages devaient être chargés dans l'avion et les passagers devaient embarquer, certains pour la deuxième fois. À 21h08, l'avion a été repoussé de la porte d'embarquement à Riyad. Les 5 premières minutes ont été calmes pendant que l'avion montait. Les passagers avaient déjà commencé à s'installer. Le signal de la ceinture de sécurité avait été éteint et ils devaient arriver à Jeddah dans environ 1 heure. À 21h15, environ 7 minutes après le décollage, la routine a été interrompue. Un agent de bord a attiré l'attention du pilote et un carillon a retenti dans le cockpit. Quelque chose n'allait pas. Quelques secondes plus tard, l'ingénieur de vol Bradley Curtis a jeté un coup d'œil à son poste et a vu de la fumée dans l'un des compartiments de fret arrière. Il a immédiatement alerté les autres membres d'équipage. L'ingénieur de vol et le capitaine engagent une conversation sur la détection de fumée. Il y a 2 détecteurs de fumée dans la zone problématique. D'abord, le détecteur de fumée B est déclenché, suivi de A. Il y a une confusion initiale sur ce qu'il faut faire. Le capitaine demande s'ils peuvent continuer le vol, déléguant ainsi la responsabilité de la décision à l'ingénieur de vol. Le vol 163 s'éloignait de plus en plus de l'aéroport le plus proche, Riyad. Les pilotes envisageaient de faire demi-tour, mais ils voulaient consulter les listes de vérification, et ils vérifiaient encore les procédures. Ils ne trouvaient pas la liste de contrôle pour la fumée, qui aurait dû se trouver dans les procédures d'urgence. 4 minutes et demie après l'alerte initiale, l'ingénieur de vol Bradley Curtis est parti inspecter la fumée à bord. En partant, il a dit que s'il pouvait voir ou sentir quelque chose, il devrait probablement faire demi-tour. Le capitaine Cowitter a décidé de retourner à Riyad, sans attendre le retour de l'ingénieur de vol. Lorsque ce dernier est revenu, il a signalé un incendie. Puis, un agent de bord a crié « Feu! Feu dans la cabine !» L'ingénieur de vol est reparti pour une double vérification et a vu la fumée remplir la cabine, mais pas de flamme visible. Il a rapporté cela au pilote et a dit « Je pense que tout va bien maintenant », ce qui était totalement incorrect. Il n'y avait pas de fumée dans le cockpit et les pilotes n'utilisaient pas de réserve d'oxygène. Mais la situation était bien pire dans le reste de l'avion. Quelques instants plus tard, une autre alerte clignote au poste de l'ingénieur, indiquant que le feu à l'arrière se propage. L'ingénieur de vol, grâce à son grand panneau de système, peut contrôler le flux d'air dans tout l'avion, contrôlant diverses vannes qui peuvent ouvrir et fermer la ventilation. L'air frais est introduit dans la cabine via l'admission d'air du moteur. Un point notable est que la soute C3 de cet avion, qui se trouve sous la cabine arrière de l'avion, était également alimentée en air frais, contrairement à C1 et C2. Ce qui rendait C3 unique, c'est qu'elle avait obtenu la certification pour transporter des animaux vivants, donc elle partage la circulation d'air avec la cabine à travers une série de colonnes de ventilation. L'ingénieur de vol tente d'atténuer la fumée dans la cabine, mais le feu était sur le point de s'intensifier et d'atteindre un niveau critique. Sur toute la longueur de l'avion, de nombreux câbles relient les différentes commandes du poste de pilotage aux fonctions principales, telles que les commandes de vol et les moteurs. Le Lockheed TriStar est un avion trimoteur, avec 3 moteurs, 2 sur les ailes, mais le moteur central numéro 2 est monté à l'intérieur de la structure de la queue.
C'est pourquoi les câbles de commande des gaz de ce moteur parcourent toute la longueur du fuselage, dans l'espace situé entre le compartiment de chargement et la cabine des passagers. Le capitaine a signalé que la manette des gaz du moteur numéro 2 était bloquée vers 9h25. On ne peut que supposer à ce stade que le feu a pénétré la doublure du toit du compartiment de chargement, en ligne avec ou à proximité du trajet du câble d'accélérateur, et a commencé à endommager les systèmes critiques de l'avion. Le moteur 2 est désormais gelé à un réglage de puissance élevé. Les moteurs 1 et 3 sont toujours réactifs, ce qui signifie que l'avion a toujours un rapport de poussée symétrique. À l'aéroport de Riyad, les contrôleurs ont immédiatement autorisé l'avion à atterrir, donnant la priorité au vol 163. Les pilotes demandent que l'équipement anti-incendie soit prêt, mais ils n'ont jamais lancé d'appel de détresse. Les pilotes ont encore le contrôle de l'avion Tristar, l'amenant à l'aéroport de Riyad. Ils approchent de la piste 01, signalant l'aéroport en vue. À 21h32, ils étaient à 10 miles de l'aéroport. Il peut être surprenant alors que le capitaine soit enregistré disant « Dites-leur pas d'évacuation ». Une déclaration plutôt déconcertante dans ces circonstances. Nous ne savons pas vraiment pourquoi ou à qui il a dit cela, ou si ces instructions ont atteint les agents de bord dans la cabine. Ils sont très occupés à s'adresser aux passagers, essayant de les mettre en position de protection. La situation dans la cabine est maintenant désespérée. En approche finale, le moteur numéro 2, qui était resté bloqué plus tôt, est arrêté. Les volets sont sortis et le train d'atterrissage est abaissé. La liste de contrôle d'atterrissage est exécutée avant l'arrivée du vol 163. Alors qu'ils approchent de la piste, d'autres avertissements commencent à apparaître, leur disant que les portes de la soute se sont ouvertes. C'était une fausse alarme. Ce qui se passait réellement, c'est que le feu faisait son chemin à travers les systèmes électriques de l'avion. Ce faisant, certains faux signaux étaient envoyés. Les systèmes critiques de l'avion s'arrêtent un par un. La pression du système hydraulique chute et les enregistreurs vocaux du cockpit brûlent à cause du feu. L'ingénieur de vol comptait les altitudes finales avant l'atterrissage lorsque cela s'est soudainement arrêté. Le capitaine Crowitter avait la piste en vue. Il a atterri l'avion à Riyad, mais l'avion ne s'est pas arrêté. Il a continué à rouler jusqu'au bout de la piste de 4100 mètres, indiquant que les freins des roues et les systèmes hydrauliques étaient probablement endommagés par le feu. Le capitaine a tenté de basculer la source de pression hydraulique vers un système alternatif, suggérant que les pilotes essayaient de s'arrêter sur la piste, mais avaient probablement des difficultés à le faire en raison des capacités de freinage réduites. L'enregistreur vocal s'est arrêté à ce moment-là, donc si le capitaine a fait un commentaire verbal sur la question, nous ne pouvons pas le savoir. Il a cependant appliqué d'autres méthodes de freinage, y compris l'inversion de poussée, ce qui a été confirmé plus tard par des témoins oculaires. Le vol 163 de Saudi Airlines a continué à rouler jusqu'au bout de la piste 01. Le capitaine a dirigé l'avion sur une voie de circulation et l'a arrêté face au vent. Ce à quoi vous pourriez vous attendre ensuite, c'est que l'avion s'arrête, que les moteurs soient coupés et qu'une évacuation commence, avec les services d'incendie qui s'approchent. Mais cela ne s'est pas produit. Ce qui rend la catastrophe du vol 163 de Saudi Airlines si douloureuse, c'est ce qui s'est passé ensuite. Les services d'urgence au sol s'attendaient à ce que les pilotes fassent un arrêt d'urgence sur la piste où une évacuation aurait alors lieu. Ils ont donc positionné des véhicules à la fin de la piste et se préparaient à se déplacer derrière l'avion lorsqu'il s'arrêterait. C'était le scénario que les équipes au sol anticipaient. Du point de vue d'un observateur extérieur, l'avion semblait s'être simplement arrêté, et il n'y avait aucun mouvement. Aucune tentative d'évacuation n'a été faite. Il n'y avait aucun mouvement des portes ou des toboggans d'urgence, rien. 3 minutes après l'arrêt de l'avion, les moteurs ont finalement été coupés à 21h42.
Les contrôleurs ont fait un appel radio à l'avion pour savoir s'ils allaient rester sur place ou s'ils voulaient retourner à la porte d'embarquement. Les pilotes ont répondu qu'ils allaient évacuer à leur emplacement actuel sur la voie de circulation. Peu après, les communications radio avec l'équipage de vol ont été perdues. Les observateurs extérieurs, services d'urgence, contrôleurs aériens et membres du public à l'aéroport ont tous noté la même image générale. L'avion assis sur la voie de circulation avec de la fumée sortant de l'arrière, mais aucun feu visible à l'extérieur de l'appareil. Cependant, la lueur orange qui scintillait à travers les fenêtres des passagers indiquait l'important incendie à l'intérieur. À 22 heures, le vol 163 était au sol depuis près de 20 minutes. Tous les efforts pour ouvrir les portes de l'intérieur et de l'extérieur avaient échoué. Des appels téléphoniques ont été passés pour convoquer plus de pompiers de tout Riyad à l'aéroport pour aider. Même un ingénieur de Saudi Airlines a été appelé, car il ne trouvait toujours pas de moyen d'entrer dans l'avion. Finalement, à 22h05, la porte R2 a été partiellement ouverte. Immédiatement, une épaisse fumée toxique a commencé à s'échapper de l'entrée. L'un des sauveteurs s'est approché du fuselage de l'avion et a crié, mais n'a reçu aucune réponse. Malgré l'ouverture d'une porte, personne n'est sorti. Il était trop tard. À 22h08, des flammes ont jailli à travers tout le fuselage, embrasant tout l'intérieur. C'était la scène finale du vol 163 de Saudi Airlines. Les 301 personnes avaient péri à l'intérieur de l'avion. La plupart des passagers sont morts d'empoisonnement au monoxyde de carbone. Les pilotes ont été retrouvés plus tard encore, attachés à leur siège, ayant connu un sort similaire. La fin tragique du vol 163 était le résultat d'une série d'événements malheureux, de mauvaises décisions et d'une réponse d'urgence inadéquate, soulignant l'importance vitale d'une évacuation rapide, d'une formation et de procédures d'urgence appropriées dans l'aviation. Les enquêteurs savaient qu'un incendie dévastateur s'était déclaré vers l'arrière de l'avion. En examinant l'épave, ils ont très probablement déterminé que l'origine du feu se trouvait dans le compartiment de fret C3 et les zones environnantes, y compris le compartiment des équipements électriques à l'arrière, la cabine passager au-dessus et les zones adjacentes en dessous. Par un processus d'élimination, la probabilité que la source du feu se trouve à l'intérieur du compartiment de fret C3 a augmenté. Cette conclusion était cruciale car elle remettait en question les normes de sécurité de l'avion en matière de confinement du feu, révélant des déficiences dans les revêtements protecteurs censés être résistants au feu. L'étape suivante consistait à déterminer ce qui, dans le compartiment de fret C3, aurait pu provoquer le déclenchement du feu. Le compartiment faisant partie d'un vol charter pour le Hajj contenait principalement les bagages des passagers. L'enquête a écarté plusieurs possibilités. Les médias ont spéculé qu'un passager aurait pu utiliser un réchaud portable pendant le vol. Les enquêteurs ont trouvé plusieurs réchauds à butane dans l'épave, mais aucun ne montrait des signes d'utilisation. Un réchaud a été trouvé au milieu de l'avion, un emplacement incompatible avec le point d'origine du feu, et un autre dans le compartiment de fret, qui ne montrait également aucune preuve d'utilisation ou d'être la source du feu. Malgré les efforts internationaux impliquant l'Arabie saoudite, les États-Unis et le Royaume-Uni, les tests et les recherches n'ont pas été concluants. La cause du feu reste inconnue. Il est probable que le feu ait démarré dans le compartiment de fret C3 parmi les bagages des passagers qui ont servi de combustible pour le feu. L'incendie a détruit toutes les preuves qui auraient pu pointer vers une conclusion définitive, et c'était la principale conclusion de l'enquête. Le vol 163 était un vol du Hajj, un service charter pour transporter des pèlerins à la Mecque. De nombreux passagers venaient probablement de régions pauvres, où les voyages aériens étaient rares. Ils n'étaient peut-être pas familiers avec les restrictions aériennes. Ne sachant pas que certains matériaux étaient interdits,
Certains passagers ont peut-être emballé des réchauds portables, des cartouches de gaz, des allumes-feu, des briquets et d'autres matériaux dangereux dans leurs bagages. On savait que cela se produisait non pas par intention malveillante, mais par manque de sensibilisation. Les failles de sécurité dans les aéroports ont permis à ces sacs d'entrer dans les zones de fret des avions. Bien que les objets trouvés par les enquêteurs ne montraient aucun signe d'utilisation, cela n'exclut pas la possibilité qu'un autre objet ait provoqué le feu ailleurs. C'est l'explication la plus plausible de la source du feu. Quelque chose dans les bagages des passagers. Le 16 janvier 1982, un an et demi après l'incident, les enquêteurs saoudiens ont publié leur rapport final sur le vol 163 de Saudi Airlines. Ils ont conclu que l'accident était évitable et ont directement blâmé l'équipage de l'avion, en particulier le capitaine, ainsi que les services d'incendie et de sauvetage au sol. Le rapport a critiqué le capitaine pour ne pas avoir pleinement évalué la situation et ne pas avoir utilisé son équipage pour alléger la charge de travail. L'ingénieur de vol a également été critiqué pour avoir fourni des évaluations trompeuses de la situation. Le rapport ne s'est pas beaucoup concentré sur les 4 premières minutes et demie entre l'alarme initiale et la décision de retourner à Riyad. En 2020, Jim Thompson, un expert en gestion de la sécurité et en ingénierie, a apporté une nouvelle perspective. Il a conclu que la responsabilité était partagée entre le capitaine et l'ingénieur de vol, ce dernier portant la plus grande part de responsabilité. Thompson a critiqué l'ingénieur de vol pour ne pas avoir géré correctement les systèmes de l'avion et avoir retardé la vérification de l'alarme initiale. L'incident a conduit à des changements significatifs dans la sécurité aérienne, notamment la refonte des compartiments de fret dans les avions L-1011, l'installation de verres feuilletés entre les zones de fret et les zones passagers, la révision des dispositifs d'extinction d'incendie utilisés dans les avions, l'adoption d'extincteurs au halon malgré leurs effets négatifs sur l'environnement, l'amélioration de la formation des pilotes, en particulier concernant les incendies potentiels en vol, la formation des membres d'équipage plus jeunes à remettre en question l'autorité dans le cockpit lorsque nécessaire, la révision des listes de contrôle et des procédures suivies dans les situations d'urgence. Cet incident est devenu un exemple primordial en matière de gestion des ressources de l'équipage, soulignant l'importance d'une communication efficace et d'une prise de décision collective. Les lacunes observées dans l'équipage du vol 163 de Saudi Airlines sont utilisées aujourd'hui pour former les équipages de vol. Bien que le L-1011 TriStar ne soit plus en service commercial aujourd'hui, les leçons tirées de cet incident continuent d'avoir un impact significatif sur la sécurité aérienne. Les changements apportés après l'incident ont assuré qu'aucun avion TriStar ne connaisse plus jamais un sort similaire et ont contribué à améliorer les procédures de sécurité et les évacuations d'urgence dans l'industrie aéronautique en général.